J'étais naïf, c'était pas vraiment ce que je pensais que ça allait être. Puis je pense qu'on s'est fait avoir, pour le dire. Très franchement, on s'est fait avoir, on n'a pas eu ce qu'on voulait. Moi, je suis un coureur. Tout ce que j'entreprends, je me dis, je vais me rendre le plus loin possible. Je mangeais pour le foot, je dormais pour le foot, j'étudiais à l'école pour le foot, pour pouvoir jouer au foot. Puis je me suis dit en 2018, je peux plus rester dans un environnement comme ça. Puis c'est comme ça que ma carrière s'est terminée. Mais entre-temps, j'ai écrit un deuxième livre. J'ai demandé à ma femme, c'est quoi, qu'est-ce qui veut dire vertu en swahili? Puis elle m'a dit, c'est Wema. Bienvenue à cette deuxième édition du balado Parcours inspirant, des rencontres qui élargissent l'horizon. Aujourd'hui, on a en entrevue Wema Bwemba, qui a connu une jeunesse assez particulière en étant ballotté du Québec à Haïti et Haïti au Québec. Par la suite, il a démontré des qualités athlétiques très rapidement pour devenir un joueur de football au niveau du cégep et par la suite un joueur étoile au niveau universitaire avec l'Université Laval, là où il a remporté 3 fois la Coupe Vanier. Il a été nommé aussi joueur par excellence. Il a été joueur professionnel de football. La carrière a été relativement courte par la suite. Il a dû se réinventer pour devenir écrivain à la fin. On a Wema Bwemba avec nous. On rencontre aujourd'hui Wema Bwemba. Wema, bienvenue avec nous. Ça fait plaisir de se revoir. On s'est vu quand j'étais dans l'Ouest comme journaliste à Vancouver. Tu habites encore Vancouver. Je vais y aller avec le tutoiement aujourd'hui. Là, ça va être un peu plus facile. On se connaît un peu mieux. Vraiment, je le disais dans l'ouverture, tu as un parcours qui sort de l'ordinaire. Est-ce que c'est quelque chose que tu sentais quand tu étais jeune, que c'était vraiment extraordinaire ce que tu vivais de déménager dans un bas âge d'Haïti et de revenir au Québec? Est-ce que ça a été positif ou négatif? Wow. Ben, tout d'abord, merci de m'avoir sur ton plateau, Jules. J'apprécie énormément. C'est un grand plaisir. Et oh oui, je dirais que ça a été difficile. Ça a été difficile. Euh, Moi, quand j'ai gagné la conscience de ma vie que je vivais, j'étais en Haïti. Et pour moi, c'est un pays extraordinaire, mais c'est un pays qui m'a beaucoup marqué, qui m'a fait prendre conscience de la précarité de mon peuple, des gens qui me ressemblent. Puis, mais c'est un pays que j'aime énormément. Puis, pour moi, c'était vraiment triste de quitter Haïti, surtout que c'était suite au divorce de mes parents. Donc, Ah. c'est ça. Puis, arriver au Canada, ça a été quand même un choc. Bien que je suis Canadien, mais moi, je savais pas que j'étais né à Montréal. C'est quand ma mère m'a annoncé que j'étais né à Montréal que euh, ça s'est concrétisé dans ma tête. Puis je me suis dit, waouh. Puis quand on est arrivé au Canada, j'ai constaté les différences de culture. Au primaire, je comprenais pas tout le temps le joual. Et c'est ça, ma première neige. Donc au début, j'aimais ça la neige, puis après, j'ai pas aimé ça du tout. Donc, c'est ça. Ça a été quand même assez difficile comme adaptation. Puis après, bon, on s'en, on s'en est remis, puis la vie a suivi son cours. Ben c'est ça, le choc doit être quand même pour un an. J'imagine, j'essaie de me rappeler, j'ai parlé à ton frère hier pour avoir une entrevue encore plus Ouais, complète. Frère jumeau, on va y revenir. Tu as un frère jumeau, ça change un peu toute ouais, l'histoire, là, mais tout de même, vous êtes revenu en bas âge, 8 ou 9 ans au Québec. Le choc est quand même majeur. C'est un âge où on se fait beaucoup d'amis qui, des fois, restent toute leur vie. Euh, Ça s'est fait lentement, rapidement. Comment ça s'est fait le choc du changement de pays? ben, tu sais quoi, tu viens de dire quelque chose. C'était l'une des raisons pour laquelle on était vraiment triste, c'est parce qu'on perdait nos amis. Puis, c'était quelque chose d'assez difficile. Imagine-toi aussi, puisque le système scolaire est différent. En Haïti, c'est un système français. Au Québec, euh, la question d'âge joue un grand rôle. Nous, on est arrivés, on avait 8 ans, été 1999, et on allait avoir 9 ans en septembre. Puis là, puisque on aurait été très jeune en cinquième année, à l'âge de 9 ans, ils nous ont fait recommencer la quatrième année. Là, mon frère et moi, on pleurait, on était comme c'est la fête du monde.
Et ça a été difficile dans la cour d'école. OK, ma mère, nous, elle voulait le meilleur pour nous, OK? Elle voulait le meilleur pour nous, puis on a déménagé dans le quartier universitaire de l'Université de Montréal, en bordure d'Outremont et Côte-des-Neiges, puis on a été à l'école primaire à Outremont, puis nous étions la plus grande minorité, disons-le comme Ah ça. oui. Puis c'était difficile de se faire accepter dans la cour d'école, beaucoup de bagarres. Euh, c'est triste, mais un peu de xénophobie aussi. Et mais quand les jeunes, ils ont constaté qu'on était quand même assez sportifs, bon, on a fait notre place. Donc c'est comme ça que ça a commencé à Outremont. Ben, je dois avouer que ça doit être un changement quand même assez difficile, mais il y a un point que j'ai oublié de mentionner. Quelle était la situation à Haïti quand vous avez quitté? Hmm. Est-ce que tu t'en souviens? Bon, la situation. Ouais, je crois que je m'en souviens. Nous avons quitté Haïti pas parce qu'il y avait à ce moment-là un problème particulier, problème politique. Bon, Haïti, il y a eu beaucoup de problèmes politiques. C'est un pays, comme je l'ai dit, c'est un pays qui est très beau, mais c'est un pays qui est bouleversé socialement, politiquement. Mais ce qui a causé notre départ, c'est vraiment le divorce de nos parents. Ça a été vraiment En tout cas, ça a été vraiment très difficile. Puis ma mère a pris la décision de venir nous éduquer euh, à Montréal, où nous étions déjà nés, où elle avait des membres de sa famille. Puis c'est ça. C'était quand même extraordinaire aussi qu'elle vous ait poussé dans ses études. Elle était comment, votre mère? Ou elle est comment, votre mère? Ah, ok. Ben ma mère c'est prof de français tout d'abord. Ah, Je me souviens encore en Haïti des nombreuses dictées qu'elle nous donnait. Elle partait travailler. Ma mère nous a inculqué le travail. OK? Pas juste en nous disant il faut travailler, pas juste en nous disant il faut faire les tâches ménagères et tout ça, mais par un exemple. Ma mère, c'est une femme qui a beaucoup bossé pour qu'on puisse avoir la vie qu'on a eue. Elle nous a mis dans des écoles privées comme mère monoparentale. Euh, donc, c'est vraiment une bosseuse. Moi, je l'appelle aussi général d'armée parce qu'elle nous a tellement inculqué la discipline. Donc, en Haïti, tout d'abord, comme elle nous a éduqués, mes parents sont séparés à l'âge de 7 ans. Donc, nous avons habité 1 an juste avec ma mère parce qu'elle avait la garde, puis on voyait notre père la fin de semaine, donc comme ça. Mais ma mère, elle nous donnait des devoirs. Euh, le vendredi, samedi, il fallait faire les devoirs avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Après, elle les corrigeait. Elle nous donnait des dictées durant la semaine. Donc, écoute, ça, c'était ça à la maison. vraiment, ça a dû servir. Moi, j'ai pas eu cette chance-là. J'ai eu beaucoup de difficultés en français au cours de ma carrière, mais Ouais, le, ouais, le français ouvre beaucoup de portes, hein. Plus on développe la langue, plus on peut ouvrir des portes dans différents domaines. Vous, ça a été au début oui, le domaine sportif. Votre frère m'a mentionné que même si vous êtes des jumeaux, vous n'êtes pas identiques comme tels. Vous avez quand même des similarités, là. J'imagine, tu pourrais m'en parler un peu plus, mais il voyait déjà la persévérance et aussi le côté sportif que tu avais développé tout jeune. Est-ce que toi, tu as vu cette différence-là? Comment tu l'as vécu? Et qu'est-ce qui t'a amené à te pousser physiquement? ben c'est le sentiment d'accomplissement que le sport et aussi rester actif. Je pense que je l'ai profondément senti en dedans de moi, comment je me sentais fort, comment je me sentais confiant puisque j'étais capable d'accomplir des mouvements sportifs, de jouer à certains sports, de persévérer, d'exceller. Puis mon frère, c'est vrai, moi, je levais on n'avait pas de poids, mais je prenais des pages jaunes, je m'assoyais sur une chaise, je les mettais sur mes tibias, puis je faisais des mouvements d'extension, là, pour travailler mes cuisses à l'avant. Je faisais des squats, push-ups, j'arrêtais pas de sauter. J'étais juste dans ma bulle. Et ça m'a permis aussi de m'en sortir parce que
très jeune, j'ai comme réalisé qu'il y avait beaucoup de choses qui ne tournaient pas rond dans le monde. Puis, comme j'ai parlé en début de la précarité des personnes qui sont comme moi, puis c'est comme le sport qui m'a aidé à passer à travers, même quand on parle plus tard tu sais, université, l'école et tout ça, ça a toujours été le sport qui m'a permis de passer à travers ces institutions-là, que je trouve qui font un bon travail, mais c'est pas adapté pour tout le monde, certainement pas pour un jeune comme moi. Moi, j'étais vraiment artistique, j'aimais ça le dessin quand j'étais plus jeune, puis j'aimais ça le sport surtout. Puis des fois, tu vas à des écoles, tu fais 1 heure de sport la semaine. Puis c'est l'une des raisons pour laquelle je suis vraiment reconnaissant. Ma mère, elle a travaillé fort pour que je puisse aller au Collège Notre-Dame. Puis au Collège Notre-Dame, on faisait du sport presque tous les jours. C'est une école privée où le sport est vraiment important. Puis c'est ça qui m'a permis de persévérer dans cette société-là. Là, j'imagine aussi que votre frère, à ce moment-là, était sportif. Lui aussi, il jouait au basketball. C'est un peu ça comme ça que vous avez commencé au Collège Notre-Dame. Est-ce que la piqûre du sport d'équipe a commencé là? Mon frère, lui, a été au collège Stanislas Ah, et moi, j'ai été au collège Notre-Dame. Collège Stanislas, moins de sport, collège Notre-Dame, plus de sport. Mais c'est sûr que dès Haïti, autre que les dictées dont j'ai parlé, puis les travaux scolaires, ma mère nous a inscrits au taekwondo, donc on faisait du taekwondo. Ma mère, l'été, elle nous inscrivait à des camps de soccer. Donc, en Haïti, c'est le football, le soccer. Donc, on jouait au football l'été. Et c'est là que c'est là que ça a commencé. Ma mère, honnêtement, quand c'est côté éducatif, elle est, elle a compris il fallait avoir une discipline puis que le sport pouvait aider. Donc, je dirais que c'est là que ça a commencé. chapeau, maman. Mais je voudrais revenir aussi. Ouais. Est-ce qu'il y a eu une facette d'adaptation au niveau le, le racisme ou l'intolérance que vous avez peut-être perçue au début? Est-ce que ça a duré longtemps? Est-ce que c'était seulement en arrivant? Comment vous avez perçu ça au début avec votre contact avec le Québec? Ben, tu sais, c'est pour ça que je dis xénophobie. Parce que plus tard, j'ai compris que la xénophobie, elle était différente du racisme. Parce que le racisme, on l'a bien vécu. On le vit encore, c'est systémique. Donc, le racisme a toujours été là. Par contre, la xénophobie, on l'a pas vécu de tout le monde. La xénophobie, c'est plus parce que on est un étranger, on est différent, les personnes nous détestent. Je pense que le racisme, c'est plus euh, les avantages qu'un certain groupe va recevoir, le pouvoir qu'un certain groupe va recevoir, euh, le contrôle des richesses qu'un certain groupe va s'approprier. Ça, c'est différent de la xénophobie. Et oui, on a vécu la xénophobie, mais on a aussi reçu l'amitié de plusieurs Québécois. Que c'est ça, je peux pas dire que tout, ça a été difficile. Ça a été Oui. difficile. Surtout au tout début, mais aussi ce qui s'est passé, c'est que même si on vit, comme je l'ai dit, on vivait en bordure de Outremont et de Côte-des-Neiges, on passait plus notre temps à Côte-des-Neiges l'été, dans des camps de jour. Donc, nos amis, c'était des Québécois, des Haïtiens, des Philippins, des Filipinos et m- beaucoup d'autres cultures. Donc, ça Oui. faisait beaucoup de bien Comme c'est le d'évoluer cas dans souvent à cet Montréal, on environnement-là. avait quand même un côté multiculturel assez prononcé là, du côté de Montréal, même à l'époque, Oui, même quand j'étais jeune. Alors j'imagine qu'aujourd'hui, c'est encore plus prononcé. Là, je vais accélérer les choses. Vous êtes maintenant au collège, non, Vieux-Montréal, tiens. Vous avez connu beaucoup de succès déjà dans cette période-là. Vous étiez déjà porteur de ballon. Je suis revenu au vous, je vais recommencer avec le dessus. Tu étais OK. porteur de ballon à cette époque-là. Est-ce que ça a été un déclic au niveau football? Tu as commencé à attirer l'attention des recruteurs. C'est là que ça a commencé l'amour du football? L'amour du football a commencé très jeune, dès le collège, dès l'école primaire en fait, dès l'école primaire. Moi, je me réveillais tôt le matin pour arriver
parmi les premiers à la cour d'école pour pouvoir affronter mes écoliers, donc les autres écoliers. Donc, c'est juste que je pouvais pas jouer au football avant le secondaire, et je dirais même secondaire 4. Donc, le football organisé, l'amour pour le football organisé a débuté secondaire 4 quand j'ai commencé à jouer pour les Cactus. Mais bien avant, moi, c'est un sport qui m'a beaucoup passionné. Puis, pour parler du Cégep du Vieux-Montréal, c'était, c'était toute une expérience. Moi, j'arrivais du Collège Notre-Dame, il fallait rentrer à la maison tout de suite après l'école, faire les devoirs. T'arrives au cégep, t'as 16, 17 ans, 18, t'as un peu plus de liberté, t'es au centre-ville de Montréal, tu vois quand même assez des choses particulières. Ça m'a choqué. Disons que ça a été ma première école de vie. C'est le vieux Montréal, puisque les autres qui étaient déjà dans l'équipe, c'était des gros noms, c'était des hommes. Oh, c'était des hommes, des 18 ans, mais des gars costauds et tout ça. Puis ça a été c'était assez impressionnant. Le Cégep du Vieux-Montréal a une belle histoire. Par contre, ça a été assez particulier. On n'a pas très bien fait mes 2 premières années, puis c'est plus à la dernière année que là, ça a vraiment bien été. Donc, c'est ça. Mais là, vous avez eu un entraîneur de qualité qui vous a peut-être sûrement aidé à partir du cégep et aussi une année de succès. Comment ça a été cette année-là? Est-ce que ça a été formateur? Oui, ça a été formateur, mais je veux clarifier que 2007-2008 au Cégep du Vieux-Montréal, les entraîneurs, c'était des bons entraîneurs. J'apprécie tout ce qu'ils ont fait. Par contre, on n'a pas réussi à concrétiser. On s'est rendu en finale en 2007. On n'a pas gagné en 2008. On n'a pas fait les séries éliminatoires. On avait des grosses équipes. Mais en 2009, une équipe qui n'était pas aussi talentueuse que les 2 années auparavant a réussi à remporter la coupe contre la meilleure équipe qui a été invaincue cette année-là. On a gagné la coupe chez eux, une équipe invaincue. Puis le coach en question, c'est Jacques Dussault. Oui, quand même. Puis ouais, c'est quand même Jacques Dussault. Mais tu sais, à 18 ans, moi, je savais pas vraiment qui Jacques Dussault était. Mais je peux vous dire qu'en 2009, j'ai compris qui Jacques Dussault était. C'était pas juste les connaissances au nouveau football, mais c'est son approche humaine. Euh, il nous a vraiment soudés. Il nous a vraiment soudés. Je me rappelle encore des speeches qu'il nous donnait et tout ça. Pendant le camp, pendant le camp, je pense il nous a fait, je pense qu'il nous a fait quitter le, le, la salle où tout, comment on appelle ça, le locker room. Le mot français ne m'arrive pas, Les vestiaires, oui. mais les vestiaires nous a fait dire, retournez chez vous là, si vous n'êtes pas prêt à être une équipe, puis revenez quand vous êtes une équipe. Là, on se retrouve dans le parking du Collège Notre-Dame parce qu'à pareille date, c'est là qu'on pratiquait. Puis on est en train de se parler, puis là on revient, puis là on a un entraînement, puis imaginez là, on est des jeunes adultes, puis il y a un homme comme ça qui nous dit que ben vous êtes que des individus, c'est pour ça que ça marche pas. Il faut changer cette culture, il faut être une équipe. Puis ça nous a vraiment soudés. Puis je suis convaincu que tout le monde cette année-là, cet homme-là a laissé une marque indélébile dans leur esprit. Puis tu sais, moi j'ai toujours été un gars d'équipe, mais d'avoir un coach qui nous a instruits sur cet aspect-là, ça a fait toute une différence, honnêtement. Parce que c'est vrai que c'était un peu une culture individualiste. Puis ça, on le retrouve partout au football. Mhm. Même si c'est un sport d'équipe, il y a le carrière, c'est la star. Il y a les porteurs de ballon, il y a les receveurs. Et on oublie souvent même la ligne offensive, Ben oui. euh, une pièce maîtresse. Des fois, on oublie ces gars-là, on oublie la ligne défensive. Il y a beaucoup
de mérite individuel. Pourtant, c'est un sport d'équipe. Et il y a beaucoup de choses que les, certains vont faire qui passent inaperçues. Et ça, c'est dommage. C'est quelque chose qui est dommage dans le sport. C'est vrai que c'est un sport qui peut être difficile pour certaines positions, en particulier les centres arrière, contrairement aux porteurs de ballon, les joueurs de ligne aussi qui font des jeux à chaque jeu. Et c'est quand même Ouais. des rencontres brutales entre la ligne défensive et la ligne offensive. Ces joueurs-là Mhm. peuvent permettre à une équipe de gagner, ou du moins avoir une liberté là, pour la ligne offensive, une liberté pour le corps arrière pour pouvoir faire les jeux. Maintenant, là, vous avez Mhm. connu du succès au niveau cégep, mais vous avez été par la suite à l'Université Laval. Là, vous avez connu beaucoup de succès. 3 fois la Coupe Vanier en 4 ans. C'est une Mhm. équipe qui vraiment est reconnue maintenant à travers le Canada avec 12 victoires dans les 25 dernières années. Mais tout de même, vous, dans tout ça, là, comment vous avez cadré et est-ce que votre participation à cette équipe-là vous a formé pour la suite? Ouais. Honnêtement, je pense que le Rouge et Or, c'est une, c'est une organisation exceptionnelle. C'est une organisation professionnelle. Euh, Si je parlais du vieux Montréal où il y avait un peu euh, cette trace d'individualisme, au Rouge et Or, c'est vraiment c'est l'équipe qui prime. Puis d'ailleurs, tout le monde est remplaçable. Donc faut pas avoir la grosse tête quand on rentre dans une organisation comme ça parce que c'est une organisation qui accueille beaucoup de grands joueurs de foot. Puis on apprend vite que on n'est pas meilleur que l'autre. Et on est mieux de contribuer euh, au bien-être collectif que de penser à soi-même. Vraiment, Donc, qu'est-ce qui fait que cette école-là, cette université-là est si bonne au football? Qu'est-ce qu'il y a dans le programme ou dans la façon d'étudier tout ça? Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne d'après toi? ben, c'est la culture. La culture, c'est la racine. C'est ça qui fait qui tu es. Puis c'est une culture, comme j'ai dit, une culture d'équipe. Euh, Honnêtement, les joueurs sont quand même bons. La plupart du temps, comme j'ai dit, ils accueillent les meilleurs joueurs du foot partout à travers le Québec. C'est sûr que maintenant, il y a plus de diversité. La parité est meilleure au niveau québécois. Donc, les universités québécoises accueillent aussi des bons joueurs. Mais je pense que avant Laval, on avait quand même les meilleurs joueurs de foot. Et les installations, on a des installations de qualité. Les, les entraîneurs, c'est des entraîneurs professionnels, honnêtement. C'est le, la façon qu'on est enseigné. Moi, c'est là que c'est là que j'ai vraiment peaufiné euh, mes habiletés au foot. Puis je pense que si j'avais été, honnêtement, si j'avais été ailleurs au pays, parce que je me suis fait recruter par plusieurs équipes, je sais pas si je me serais rendu au niveau professionnel. Honnêtement, j'ai évolué, j'ai eu l'opportunité d'évoluer dans un environnement professionnel avant d'aller au niveau professionnel et la compétition. La compétition est intense. Donc, je pense que c'est ça qui fait la force de cette organisation-là. Mais je remarque quand même que bon, il y a beaucoup de bons joueurs qui viennent de l'Université Laval. Vous avez, j'en reviens encore au vous. Toi, tu as connu beaucoup de succès là, dans cette équipe-là. Même qu'il y a une année, l'équipe a remporté la Coupe Vanier, mais toi, tu as été le joueur du match dans le match le plus important au Canada, c'est-à-dire le joueur canadien. Est-ce que c'était l'apothéose? C'était ta dernière année à l'université où tu as remporté Ouais, le championnat? ouais, ouais. C'était ma dernière année. C'est drôle parce que dans toute ma carrière au football, j'ai toujours été dans l'ombre. Parce que je me suis toujours assuré de jouer pour les meilleures équipes parce que je voulais être parmi les meilleurs. Puis il y avait toujours quelqu'un avant moi euh, de plus expérimenté, de meilleur, si je peux le dire comme ça. Mais quand j'ai eu ma chance, quand c'était mon tour, j'ai su capitaliser. Puis euh, dès ma première année à Laval, je jouais quand même. Et
Ma deuxième année, j'ai été blessé, j'ai manqué, j'ai pas une bonne saison. J'étais blessé toute la saison. 2012, ça a bien été, mais je me suis blessé en séries éliminatoires. Et 2013, ça a été une bonne saison. Pourquoi elle est spéciale pour moi? C'est parce que ben j'ai quand même eu une blessure euh, la semaine d'avant. La semaine d'avant la Coupe Vanier, je me suis déchiré un ligament. Hi. Et puis bon, je me suis retrouvé à jouer sur une jambe, puis ça a été mon plus grand match en toute carrière amateur, dans toute ma carrière amateur. Donc c'est pour ça que c'est une année si spéciale pour moi. C'est que j'ai toujours dû me battre. J'ai toujours eu de l'adversité, même à Laval. Je pense même pas que j'étais supposé être un partant. Il y avait tellement de compétition. C'est juste que j'ai toujours refusé de me faire catégoriser parce que tu sais, je suis quand même un gars assez grand, je suis quand même assez imposant, lourd de poids, puis on m'a toujours catégorisé comme le gars robuste, mais pas le gars rapide. Puis c'est sûr que certains entraîneurs, ils préfèrent avoir un gars rapide, mais je me dis, j'ai toujours assuré, j'ai toujours fait ce que j'avais à Mm. faire. Peu importe si quelqu'un d'autre est plus rapide que moi, je veux dire, il y a d'autres moyens de faire le boulot. J'ai toujours fait le boulot, donc c'est ça. Voilà, ça a été l'apothéose de votre carrière au niveau universitaire, mais vous avez été repêché assez rapidement par les Lions de la Colombie-Britannique. Et je me souviens de ton arrivée avec d'autres joueurs Mhm. aussi de l'Université Laval, avec les Lions de la Ouais. Colombie-Britannique. Ça devait être vraiment enivrant d'être repêché dans la Ligue canadienne après avoir connu du succès comme ça avec l'équipe universitaire. Ça a été une transition facile. Transition, transition facile, pas du tout. Euh, j'ai réussi à me démarquer ici et là, mais c'est sûr que ma carrière n'a pas été comme je la voulais. Et je dirais que ça a été difficile parce que de toute façon, je suis arrivé dans la Ligue canadienne, on était en grève. Les joueurs se battaient pour avoir de meilleurs salaires, pour avoir euh, certains avantages. Et c'est ça. Donc, durant le camp, on a eu beaucoup de rencontres avec les représentants des joueurs qui, eux, s'assuraient de relayer aux représentants de la Ligue ce qu'on demandait et tout ça. Donc, c'était une atmosphère assez chargée, puis je pense qu'on s'est fait avoir, pour le dire. Ah oui? Très franchement, on s'est fait avoir. On n'a pas eu ce qu'on voulait, mais bon. C'était une année dans la LCF où il y avait une nouvelle équipe qui revenait, Ottawa. Les Tiger Cats d'Hamilton avaient un nouveau stade. La Ligue nous avait caché qu'elle avait un contrat avec une station de télévision américaine que là, les matchs de la Ligue canadienne allaient être diffusés aux États-Unis. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs américains dans la Ligue canadienne. Puis c'est qu'après qu'on a appris ça. Puis c'est ça, on a dû voter, puis les résultats ne nous ont pas été révélés après les votes, Oui. mais ça a été divulgué à la télévision que les joueurs avaient accepté le contrat, mais on sait même pas les pourcentages et tout ça. Donc ça a été vraiment une année particulière. Puis pour moi, j'ai réalisé que c'était ça le business. C'est un monde corporatif. Moi, je suis pas quelqu'un je dirais pas ça là, mais je vais dire que euh, j'aime beaucoup, puis je fais les choses par amour. Puis là, il fallait faire les choses euh, pour l'argent. Il faut faire de l'argent, mais on avait une valeur financière et t'as une blessure, ta valeur baisse. Beaucoup de politique, beaucoup de politique. C'était pas vraiment. J'étais naïf, c'était pas vraiment ce que je pensais que ça allait être, mais j'ai quand même apprécié l'expérience. Oui, ça a duré quelques années. Tu as changé d'équipe à plusieurs reprises. Si je m'abuse, Edmonton. Après ça, je vais essayer de regarder
Tu as fait plusieurs équipes. Il y avait une note quand même qui revenait tout le temps. On te faisait jouer à la position qui n'était pas ta position naturelle. Est-ce que Oui. ça a été un problème? Mais, ah ouais. Oh ouais. Moi, je refuse d'être mis dans un cadre. Puis, la Colombie-Britannique m'a repêché comme centre-arrière, une position que j'aime pas, puisque c'est pas ma position. Moi, je suis un coureur, je suis quelqu'un, oui, il faut bloquer et tout ça, mais moi, je préfère avoir le ballon dans les mains. Je préfère pas, en tout cas, je voulais pas jouer centre-arrière, mais j'ai accepté. De toute façon, en tant que Canadien, c'est ça la Ligue canadienne. En tant que Canadien, tu as beaucoup plus de chances de jouer sur les unités spéciales. Donc ça, c'est des équipes de transition entre les beautés et transition entre l'attaque et la défensive et vice-versa. Puis c'est là que tu vas jouer la plupart du temps. Donc j'ai eu l'opportunité d'être bien entraîné sur les unités spéciales à l'Université Laval. C'est ça en fait qui m'a permis de jouer dans la Ligue canadienne. Donc mon rôle principal était sur les unités spéciales. Mais Est-ce qu'il y moi, a une tension ouais. entre les joueurs américains et canadiens dans la Ligue canadienne parce qu'ils ont tendance à avoir des positions clés, les Américains, quand ils viennent jouer dans la Ligue canadienne? Ouais, il y a toujours des tensions quand il s'agit de compétition, mais honnêtement, c'était assez convivial. Mais s'il y avait des mauvais sentiments, je pense que les joueurs faisaient de leur mieux pour les garder sous la table. Mais c'est sûr qu'il y avait une compétition. Puis de toute façon, moi, les porteurs de ballon. Moi, je suis arrivé en Colombie-Britannique. Le porteur de ballon, c'était Andrew Harris. C'est un porteur de ballon excellent. C'est un porteur de ballon qui va être dans le temple de la renommée. Je pensais pas jouer à sa place. Moi, je voulais juste jouer comme porteur de ballon. Puis on a parlé de ça. Tu viens de dire, j'ai joué dans plusieurs équipes. C'est pour ça que j'ai quitté la Colombie-Britannique. Je me suis fait offrir un gros contrat par les Blue Bombers pour être le deuxième porteur de ballon à l'arrière de Andrew Harris, qui lui aussi quittait à la fin de la saison 2015, qui quittait la Colombie-Britannique. Donc j'ai pris cette opportunité-là. Puis malheureusement, ça n'a pas bien été. Euh, pas côté performance, mais je me suis blessé encore. Mon genou gauche, je l'ai tellement blessé. C'est incroyable. Je bloquais sur les unités spéciales, puis quelqu'un m'a fauché alors que il essayait de plaquer le retourneur. J'étais en train de bloquer, puis ça a été en sens contraire, puis ça a complètement déchiré mon ligament, encore le même ligament que j'ai déchiré à l'université. Et après, je me suis fait congédier. J'étais blessé, mais je me suis fait congédier. On a dû entamer un processus de grief avec mon agent. Puis, en tout cas, ça m'a laissé un goût amer. Puis, j'ai accepté un contrat à Edmonton. Ça a bien été la première année. La deuxième année, encore de la politique. Puis, je me suis dit en 2018, je peux plus rester dans un environnement comme ça. Puis, c'est comme ça que ma carrière s'est terminée. Ben justement, avant de penser, parce qu'il faut se réinventer après une carrière, puis c'est assez court, une carrière professionnelle, mais avant d'y aller avec tout ce que parce que vous avez fait beaucoup de choses après, euh, qu'est-ce qui fait, d'après ton expérience, qu'un joueur est bon, qu'il a des bonnes qualités athlétiques pour devenir professionnel? Est-ce que tu as une tendance que tu as remarquée ou qu'est-ce que toi tu faisais pour vraiment maintenir ton haut niveau? Ben, ça revient à la discipline dont j'ai parlé auparavant. C'est, c'est sûr qu'il y a un talent. C'est sûr que Dieu merci, j'ai reçu une génétique qui est propice à ça. Parce qu'on s'entend que pour te rendre au niveau professionnel, il faut que tu aies une génétique. Tu peux avoir la discipline, tu peux avoir le talent. Si tu n'as pas une génétique, ça va pas fonctionner. Donc, je pense qu'il y a la génétique, je pense qu'il y a la discipline, puis il y a ce désir-là que j'ai toujours eu à l'intérieur de moi de faire de mon mieux. Tout ce que j'entreprends, je me dis, je vais me rendre le plus loin possible. Comme ça, je vais le savoir. Si c'est pas pour moi, je vais le savoir le plus tôt possible. Je vais juste me donner à 100%. Puis c'est ça que j'ai fait. Je veux dire, j'ai commencé le foot assez tardivement. J'ai commencé mon premier match, je l'ai joué à 15 ans, je pense.
Alors que les gars contre qui je jouais, des fois, ils ont commencé beaucoup plus jeunes que ça. Donc, je pense que c'est un peu de tout, mais surtout le vouloir de se dépasser, puis d'accomplir de grandes choses dans tout ce qu'on entreprend. Ouais, c'est ça. Foncer à 100%, c'est une leçon que je vais retenir. Et là, Ouais. par la suite, Wema, il y a eu beaucoup de choses. Hein. Je ne sais pas si je l'ai dans l'ordre. Entraîneur UBC, entraîneur privé et aussi Ouais. écrivain. On va revenir à écrivain, mais Ouais. ça a été dans des étapes comme ça. Oui, ce qui est arrivé, c'est moi j'ai gradué à l'Université Laval avec un bac en administration des affaires, spécialité marketing, puis gestion de PME. Et quand j'ai terminé ma carrière, je me dis qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de trouver un travail en marketing. Je suis arrivé à Vancouver parce que je voulais me rapprocher de ma copine dans le temps, qui est maintenant ma femme. Elle habitait à Edmonton. Il n'était pas question que je retourne à Edmonton. Je me suis dit, je vais aller à Vancouver, c'est proche, c'est 1h20 de vol. J'ai cherché du boulot. J'ai cherché du boulot. Je me suis retrouvé, rien n'a fonctionné. Je me suis retrouvé dans des environnements pyramidales, des affaires comme ça dont j'en parle dans mon livre un peu. Oui. Je fais un lien avec ça. Puis, ça n'a pas marché. Je me suis dit, qu'est-ce que j'aime faire? Je me dis, moi, je suis un gars humain. J'aime ça servir les gens autour de moi. Puisque dans mon CV, il y a euh, j'ai fait beaucoup d'aide aux devoirs dans des organisations à Hochelaga. Je me suis vraiment impliqué au sein des gens qui sont défavorisés. Je me suis assez rapidement trouvé un boulot, bien que mes études n'étaient pas dans le travail social. J'ai gagné un poste dans une entreprise où euh, on était intervenant social. C'est ça que j'ai fait. À Vancouver. Puis, bon, à Vancouver, Pour que les dans gens le la sachent, communauté. ouais, Ouais. Vancouver, il y a quand même c'est quand même une ville très riche. On le sent bien quand on se Mhm, déplace à Vancouver, mais aussi il y a une disproportion par rapport aux gens pauvres qui habitent dans la rue. Et comme la température c'est est un ça. peu plus douce, même beaucoup plus douce là, durant l'hiver, il y a beaucoup de gens Mhm. sans abri et en état Qui font le je voyage dirais, pour aller là-bas. faut l'avoir vu, là, dans le Townside, les gens sont vraiment en Ouais, ouais. difficulté physique, même il y en a beaucoup qui meurent presque à chaque jour, là, ça doit pas être Ah facile. ouais. Ah ouais. Moi, je me suis fait attaquer. Je me suis fait même, il y a des jeunes qui m'ont quasiment frappé, là. Coup de poing sur le torse et tout ça, c'est pas facile, mais parce que moi, je travaille avec la communauté autochtone. Je me suis beaucoup impliqué aussi. Je me suis impliqué dans la communauté haïtienne, pas pour du travail, pas comme travailleur social, mais j'étais sur, comment j'appelle ça? Je vais le dire, je vais parler en anglais là, mais c'était sur le board de l'association de la haïtienne de la Colombie-Britannique. J'étais secrétaire, donc encore beaucoup d'écriture. Mais quand je suis arrivé ici, je cherchais la vie. Je me suis dit, je vais me débrouiller. Je sais comment me débrouiller. C'est ça qui m'a soutenu. Après ça, Coach Neil, c'est vraiment quelqu'un de bien. Et pendant ce temps-là, il m'a donné un boulot comme entraîneur. C'était un boulot à temps partiel, mais il m'a quand même bien payé. Euh, Parce que tu as été et entraîneur pour UBC, est-ce que je me trompe ou j'ai vu ça un ouais, en peu? 2019, OK. 2019. Après ça, 2019, c'était le COVID. Il n'y a pas eu de Ah. saison. Puis après 2021, moi, j'ai commencé ma corporation comme entraîneur privé en 2021. J'avais passé à autre chose. Mais de 2000, j'ai fait ça, ce travail-là, je l'ai fait de 2019, le travail travailleur social. Je l'ai fait de 2019 à 2022. Puis pendant ce temps-là, j'ai fait du acting. Moi, j'oublie. Ouais, j'écrivais J'en oublie aussi. quelques-uns. Vous J'écrivais avez été. déjà. J'ai encore dans le. T'étais aussi restaurateur avec ton frère brièvement à Montréal. Oui, oui, oui. Tu as essayé Donc, comme tellement de acteur, choses. Ouais. acteur à Vancouver. Est-ce que ça a fonctionné un peu?
Ça a fonctionné un peu. J'ai fait j'ai fait du acting, j'ai pris des cours encore. Je me suis dit, si ça va marcher, je vais m'impliquer à 100%. Tous les samedis, j'allais dans un studio, je prenais mes cours. Euh, je me suis booké une agence. J'avais un agent qui m'envoyait faire des auditions. J'ai eu des rappels. Ça, c'est pour la télévision et euh, les publicités, mais j'ai jamais concrétisé, sauf au théâtre. On m'a engagé au théâtre. J'ai eu 2 performances. Ça a été ça. Puis, durant le Covid, tout a changé. On se rendait plus dans les studios pour faire les auditions. Fallait que je fasse un studio chez moi. J'ai fait ça quelques fois. Ça me prenait tellement de temps. Euh, avec toute l'histoire Mais on technologique l'a là et tout dit, ça, je me suis dit, c'est plus pour moi. Ouais. vraiment, une carrière professionnelle, ça dure pas longtemps. On se retrouve à essayer de faire quelque chose après. Est-ce qu'il y a une période de vide, de dépression que la plupart des athlètes vont rencontrer après leur carrière? Oh, ça c'est une excellente question. Écoute, la dépression après carrière professionnelle est énorme, énorme. Honnêtement là, parce que toute ta vie, tout a été basé sur le foot dans ma vie, tout. Hmm. Depuis que j'ai commencé le foot, là, je mangeais pour le foot, je dormais pour le foot, j'étudiais à l'école pour le foot, pour pouvoir jouer au foot. Puis tu t'en rends pas compte, mais ça devient ton identité. Puis là, tu dois passer à autre chose. Moi, j'ai étudié fort à l'université, j'ai obtenu un baccalauréat sans même pas servir à trouver un travail. Une chance que je me suis investi dans ma communauté, ça m'a permis de trouver quelque chose. Puis c'est à partir de là que je me suis comme refait et tu sais, j'ai été en thérapie pour guérir de mes blessures. Moi, j'ai eu beaucoup de commotions cérébrales. Je me suis blessé au genou, opération. Tu sais, il fallait guérir de tout ça. Puis c'est l'une Ça des laisse des raisons pour traces jouer au laquelle football, hein? Ça laisse des traces physiques et ça laisse des mentales. traces. Ça laisse des traces physiques et mentales. Il y a des aspects qui sont vraiment bien côté football, travail d'équipe, leadership. Mais on va te le dire, c'est un sport barbare. Mais là, je vais passer C'est ça. rapidement. Tu as quand même écrit un livre. C'est sûr que quand on termine notre Ouais. carrière où on a été applaudi par des milliers de personnes dans des stades, ça doit changer quand on sort de chez nous et on n'entend que les oiseaux. Mais Mhm. tu as quand même pris le temps d'écrire un livre que j'ai lu, que j'ai trouvé vraiment Ouais. extraordinaire. Je m'y attendais pas. C'est un livre où il y a Merci. un thriller parfois érotique, parfois aussi de meurtre en série, et aussi même de Mhm. voodoo. C'était, est-ce qu'il y a un côté Mhm. d'essayer d'extérioriser peut-être les démons antérieurs dans ce livre-là? Qu'est-ce qui t'a amené à écrire le livre? Comme je l'ai dit, j'ai toujours été artistique. J'ai commencé avec le dessin quand j'étais plus jeune et j'ai aussi mentionné que j'ai mentionné que ma mère était prof de français. Elle nous donnait que des livres en cadeau. Pas de jeux vidéo, des livres. Mon frère, lui, il adorait ça. Moi, je voulais que jouer, faire du sport. Puis c'est plus tard que j'ai découvert la lecture, je dirais plus début d'université. Et j'ai découvert aussi une passion pour l'écriture. Moi, j'écrivais des poèmes à mes copines, puis je trouvais ça très bien. C'est un bon début. Oui, c'est un bon début. Puis après ma carrière professionnelle, je suis comme, je vais me plonger dans la lecture parce que j'ai un message à passer au monde. J'ai un message à passer au monde. Pas juste euh, le désir de parler de ce qui m'est arrivé. Parce que le livre, c'est de la fiction. C'est pas ma vie. Il y a une partie en elle qui est ma vie, mais ça, c'est la partie football. Comme tu le dis, c'est l'antagoniste dans le livre, c'est un tueur en série. Je crois pas avoir rencontré de tueur en série, en tout cas, je sais pas, dans ma vie. Mais ce qui m'a vraiment amené à écrire, c'est bon le plaisir que ça me procure. Des fois, c'est même une question de vie ou de mort.
ceux qui écrivent le savent, c'est difficile, mais ça fait beaucoup de bien au mental. Donc pour moi, ça m'a permis de guérir et ça m'a permis aussi d'exprimer ce dont je parlais, que notre monde va mal. Notre monde va mal. C'est incroyable. C'est des guerres par-ci, des guerres par-là, des idéologies. Euh, je veux dire, on peut différer, mais on peut avoir des différences, mais on peut pas continuer à se faire du mal à cause de ces différences-là. Puis c'est ça que j'ai exploré dans le livre. J'ai exploré la question de misogynie. Euh, j'ai exploré tout ce qui est politique dont j'ai parlé dans certaines organisations. J'ai parlé des déséquilibres euh, entre Nord et Sud, population du Nord et Sud, alors que le Sud a toutes les ressources, mais c'est le Nord qui contrôle le tout. Donc, j'ai pas, j'ai utilisé des personnages euh, qui permettent de montrer quand même, euh, qui permettent de montrer quand même le type de caractère qu'on retrouve dans ce monde-là qui est nocif à la société. Donc, c'était l'une des questions Je vais le montrer, le qui livre, là, m'interpellait. c'est Terrible Destinée. C'est vraiment un Ouais. très bon livre, c'est un bon thriller. On va y revenir. Il va y avoir des images tout au long de l'entrevue qu'on va ajouter plus tard au montage de toi et Mhm, ton frère et aussi du football, mais mhm. c'est un accomplissement en soi extraordinaire. C'est rare qu'on voit un Merci. joueur de football professionnel qui écrit un livre après sa carrière. Ça va Ouais, ouais. continuer, ça? Ben, ça va continuer. Je vais te montrer mon deuxième livre. Tu vois, Ah, Terrible Destinée. Terrible Destinée, bon, ça c'est le premier livre, tu l'as montré, Terrible oui. Destinée. Ça c'est une dilogie. Je suis en train de finir le deuxième, ok. Mais entre-temps, je suis en train de finir la suite de Terrible Destinée. Mais entre-temps, j'ai écrit un deuxième livre et ça c'est le livre, ok. Donc ça c'est encore, je vais utiliser un terme anglais, mais c'est self-published sur Amazon. Euh, Ça s'appelle Introduction to Kemetic Cosmogony and Ancestral Veneration. So, tu l'as mentionné dans mon livre, j'ai parlé du protagoniste qui s'est enraciné dans sa culture spirituelle, qui est le vaudou. Ça, c'est une partie vraie. Moi, j'ai été éduqué en tant que catholique, même que j'ai été servant de messe pendant 5 ans Ah et oui, plus. Puis, ouais, je me suis éloigné de ce genre de trucs pour me connecter à ma spiritualité ancestrale. C'est ça qui a amené le changement de nom aussi. Puis ça, j'explique dans ce livre-là. J'ai même les liens. J'ai fait des recherches approfondies pour parler des spiritualités africaines qui ont été démonisées. Et je prouve dans ce livre-là que les spiritualités africaines, c'est pas démoniaque comme ça a été dépeint par Hollywood et intéressant. ça. Donc ouais, c'est vraiment un bon livre. Fait Peu On importe voit que ça qui veut le continue. lire, allez le lire. Ouais. Hein? Ça continue. Tu es encore en train d'écrire. On voit que c'est une carrière qui va prendre du volume. Je l'espère en tout cas pour toi. Le livre, Ouais. moi, je l'ai trouvé très bon. S'il y a une suite qui est déjà en cours, ça va être formidable. Aussi, le côté spirituel, c'est vrai qu'il y a un côté, une connotation négative. Quand on parle de vaudou, on n'a pas nécessairement un côté positif en tête. Euh, et Mais c'est ça, mais je veux ajouter ceci parce que tu viens de le mentionner. Mais moi, tu sais, moi, je suis un fier, je suis un fier haïtien, je suis un fier africain. Puis le vaudou, c'est dommage que ça a été démonisé parce que c'est pas juste des gens qui piquent des. Ben, c'est pas ça du tout en fait. Des gens qui piquent des poupées pour faire mal aux autres. Le vaudou, la spiritualité africaine a changé ma vie. Comme je te l'ai dit, je suis tombé dans une dépression énorme après ma carrière. Même pendant ma carrière, je pense que j'ai été dépressif. Puis c'est me recentrer dans mes racines, c'est me m'ancrer dans mes racines qui a sauvé ma vie. Puis
aussi, si on parle, c'est les Haïtiens, c'est le vaudou. C'est le vaudou qui nous a permis d'obtenir notre indépendance le, en 1791. Euh, L'indépendance n'a pas été en 1791, mais c'est là que ça a commencé. C'est OK. après une cérémonie vaudou d'esclaves qu'on appelle les marrons, qui sont des esclaves rebelles, le 14 août 1791. C'est ça qui a engendré la révolution haïtienne qui a duré 13 ans. Puis par la suite, on a vaincu l'armée la plus puissante dans le temps, l'armée napoléonienne. Donc, Mais pour c'est un moi, haut c'est fait assez d'armes. clair. Mais là, juste avant qu'on manque de temps, j'ai passé sous silence le fait, vraiment, que moi, je t'ai connu sous le nom de Pascal Lechard. Ouais. Tu as changé de nom au cours de ta carrière. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Tu t'en as parlé brièvement. Euh, Pourquoi tu as changé de nom? OK, donc c'est quelque chose qui m'a toujours... mon nom, je peux dire que je me suis beaucoup posé de questions. Je me suis beaucoup posé de questions sur la religion. Comme j'ai dit, moi, j'ai évolué dans la religion catholique. Je me suis toujours posé des questions. Mon nom, c'est un nom religieux. C'est un nom religieux. Je pense que dans le judaïsme, le nom vient de Pessa, qui veut dire renaissance. On peut parler aussi de la fête pascale. Et euh, donc, je me suis déconnecté de cette religion-là, puis ça m'a aussi déconnecté de mon nom, parce que ton nom, c'est ta force. Quand quelqu'un dit ton nom, puis c'est pas un nom qui te représente, c'est pas bien au niveau vibrationnel. So, moi, j'y ai réfléchi pendant longtemps, depuis la vingtaine, puis j'ai finalement pris la décision de changer. J'ai demandé à ma femme, qu'est-ce qui veut dire vertu en Swahili? Puis elle m'a dit, c'est Wema. Ça, c'est en 2021. J'ai créé ma corporation. Euh, je l'ai appelée Wema Management Inc. Puis je me suis rendu en Afrique en 2024, suite à un rituel, comme un très beau rituel de changement de nom. Le ritualiste, le prêtre des spiritualités ancestrales qui a réalisé le rituel m'a dit que j'avais déjà trouvé mon premier nom. Puis après, il m'a dit ce que l'oracle lui dit, c'est qu'il faut que ça soit Bwemba, mon deuxième nom, parce que ça veut dire l'éveil. Non, Wema, ça veut dire l'éveil dans leur pays, mais Bwemba, ça veut dire combat. Alors, Donc, puis, félicitations, c'est un ouais. cheminement quand même assez important pour toi. En dernière question, parce qu'on arrive maintenant presque à 1 heure, Mhm, mhm. est-ce que ça a bien passé dans ta famille? Ça, c'est une bonne question. Comme je disais, c'est un nom qui me représente. Wema Bwemba, ça veut dire Wema, ça veut dire vertu en Swahili, mais en Douala, au Cameroun, où j'ai fait mon rituel de changement de nom, Wema, ça veut dire l'éveil. Bwemba, ça veut dire combat en, en Douala. Donc, c'est un nom qui me convient totalement. On peut dire le combat vertueux, l'éveil du combat. Pour moi, ça me convient. Mais pour ma mère, c'était difficile parce que elle est catholique. Elle m'a donné un beau nom selon elle. Puis pour elle, ça a été comme un rejet de ce nom-là qu'elle m'a donné. Mais pour moi, ça a changé ma vie. Donc, je veux dire, mon frère, lui, pas de problème. Les autres personnes, pas de problème. Mais je pense que pour ma mère, ça a été un peu plus difficile. Mais maintenant, bon, elle s'en sort bien. Donc, c'est ça. En tout cas, merci beaucoup, Emma. Ça a été une entrevue fort intéressante. Bonne chance pour la suite et on a bien hâte de voir la suite de Terrible Destinée Mhm, qui est en vente. Sur les différentes plateformes, on peut aller chercher ces livres-là. mhm, C'est bien éclairant aussi de savoir comment tu as réagi au renouveau que tu as dû faire après la carrière de football. Merci beaucoup, Emma. mhm. Merci à toi, Jules. Ça fait plaisir. Ça fait chaud au cœur aussi. Au À la revoir. prochaine. Au revoir. Voilà, c'était le balado Parcours inspirant. Un gros merci à l'équipe de production Gamma Pro qui s'est chargée de toutes les étapes techniques de ce balado. Merci d'être à l'écoute. À la prochaine.